Bonsoir Max, bonsoir Marie. Je pense que tout le monde est bien installé, donc bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller. Où ce soir, nous avons la joie de recevoir Marie Maher, qui a sorti un livre le 5 mars dernier qui s'appelle La beauté du geste aux éditions Alma. Et pour l'interroger ce soir, nous avons Max Buvry, dans la librairie Vos Livres à Vaux-le-Pénil. Avant de vous laisser la parole pour discuter de littérature, je vais rappeler à nos amis lecteurs qu'ils peuvent poser des questions à Marie par mon intermédiaire. Pour cela, il suffit d'utiliser, comme d'habitude. Alors là, je parle pour ceux qui sont avec nous ici sur Facebook. Vous pouvez faire des commentaires, mais je suis désolée. À chaque fois, on me dit vous m'avez pas répondu, mais je ne peux pas être, je peux pas être aux deux endroits en même temps. Donc vous utilisez converser et je poserai les questions en fin de rencontre à Marie. Voilà. Donc je vous souhaite une belle rencontre. Je vous dis à tout à l'heure. Si vous avez le moindre souci, vous m'appelez et je serai là. Bonne rencontre, Max et Marie. Merci. Eh bien, bonsoir. Bonsoir Marie. Très heureux de te rencontrer. Bon, hélas, par l'intermédiaire d'un écran. Oui. Mais donc pour ce premier roman qui est sorti peut-être au plus mauvais moment, là, quelques jours avant le confinement, pour la beauté du geste aux éditions Alma. Donc c'est un très court roman qui va nous raconter l'histoire d'une maison, l'histoire d'une famille, d'une enfance, de train et même d'un chien. Donc est-ce que tu peux rapidement, comme tu l'as fait dans ton roman, brièvement, esquisser le portrait peut-être de ces différents, de la famille et de la maison? Ça va être difficile d'esquisser les portraits comme ça parce que voilà, c'est un tout en fait. Donner quelques mots. Et les décrire individuellement les uns des autres, c'est un petit peu compliqué parce que chacun est un peu et la béquille de l'autre et le bourreau de l'autre. Donc voilà. Mais oui, alors c'est l'histoire d'une jeune femme qui revient sur le lieu de son enfance, enfin, la maison de famille dans laquelle elle a grandi. On comprend au début du roman que ses deux parents sont morts. Voilà. Que sa mère est partie la première et que son père a eu un accident. Voilà. On comprend vaguement ça. Cet accident qui revient un petit peu comme un gimmick tout au long du roman, à laquelle elle a assisté. Un accident pour lequel elle aurait peut-être pu faire quelque chose, lui venir en aide, et ce qu'elle n'a pas fait. Je t'interromps juste, mais tu as dit un mot, je crois, important pour qu'on comprenne un peu la texture de ton roman. Tu as dit on comprend vaguement. Voilà. Et ce mot vaguement, il est, moi je trouve, totalement adapté à l'ensemble du récit. C'est-à-dire que tu laisses une liberté. Je pense que ça fait partie. Alors c'est jamais très agréable de catégoriser les livres, les romanciers, etc. Mais quand même, ton roman, je pense qu'on peut dire qu'il fait partie de ceux qui laissent une liberté immense au lecteur. Et que toutes les clés, c'est une histoire de maison, mais les clés ne sont pas données, toutes les clés ne sont pas données au lecteur. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous... J'apprécie déjà cette remarque parce que voilà, c'est effectivement très juste. Et que c'est un roman dans lequel je n'ai pas eu envie que le lecteur, d'emblée, ressente un sentiment clair, soit même pire, soit se fasse juge de genre ce personnage est heureux, celui-là est malheureux, celui-là a souffert, celui-là n'a pas souffert. Non, les choses sont plus complexes que ça, effectivement. À l'intérieur de chaque situation, tout comme à l'intérieur de chaque personnage, les contradictions créent ces personnages. Donc on ne peut pas avoir, même si on voulait avoir, je pense, dans ce roman, enfin j'espère, si j'ai réussi mon projet d'écriture, on ne peut pas avoir de vérité appliquée sur un personnage, ni même sur une situation, on ne sait pas. Même sur oui, c'est ce que j'allais ajouter, même sur les situations, voilà, je pense que deux lecteurs ne voient pas les mêmes actes derrière chaque personnage. Ni même, ne va même pas interpréter la volonté d'avoir voulu, c'est la volonté de venir en aide au père ou pas. Il ne va pas pouvoir avoir un avis de juge simplement parce que le personnage lui-même n'en a pas, ne sait pas. Ce personnage qui a assisté à cet accident, on comprend qu'effectivement il était là, on comprend qu'il aurait pu faire quelque chose, on a l'impression qu'il a essayé, puisqu'on voit... Ça, le on est peut-être pas général. Et peut-être pas, et bien tant mieux. Parce qu'on peut même imaginer qu'il a fait pire.
Oui, voilà, non, mais tant mieux, effectivement. Oui, je pense que c'est la force du roman, de ce roman-là. Et donc, dans le récit, évidemment, la maison est on va dire, le point de départ et le point d'ancrage, mais c'est aussi prétexte pour justement parler des relations, on va dire, intrafamiliales. Et donc, l'autre caractéristique du texte, c'est que vraiment, tu restes au niveau du geste, au niveau du silence, au niveau des choses anodines de la vie courante, et que derrière, on doit deviner entre les lignes. Et en particulier, petit à petit, naît l'image d'une relation particulière dans le couple. On sent qu'elle a évolué dans le temps. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette… on sent qu'au départ, ça a l'air, on va dire, presque d'un couple heureux, et puis que petit à petit, ça s'est étiolé, le lien s'est abîmé. Le couple des parents? Des parents, oui. Pardon. Oui, voilà. Ouais. Oui, alors est-ce que tu peux nous parler un peu de cette relation au niveau parental? Alors, déjà, je vais préciser pour les gens qui n'ont pas lu, n'ont pas lu le roman, ces images du couple, des parents, on l'a dans des souvenirs. Il y a des souvenirs de l'enfance qui reviennent au personnage régulièrement, tout comme l'accident revient. Voilà, il y a plusieurs choses qui reviennent comme ça et qui se mêlent. Et dans ces souvenirs d'enfance, effectivement, sont décrits des scènes dans lesquelles on peut comprendre, parce que là encore, j'ai envie de cautionner ce que vous avez commencé à dire au début. Là, pareil, on a l'impression, vous avez eu l'impression que ses parents n'ont pas été complètement heureux. Je pense que vous avez raison. Sur la fin, j'ai dit, sur la fin. La fin, oui, voilà. Mais, voilà, bien sûr. Je pense que c'est la souffrance du personnage aussi. Cette jeune femme qui regarde ça avec culpabilité presque. Et est-ce que justement cette jeune femme, moi je dirais qu'elle était à côté. Est-ce que tu es d'accord avec ce terme-là, du couple? Bien sûr. Ouais. Donc est-ce que tu peux parler un peu de sa place dans cette famille, quoi? Alors à l'époque où elle était jeune fille. Hein. Oui, à l'époque où elle était jeune fille. Alors voilà, il y avait enfant où là, elle était, on voit bien à travers les souvenirs qui sont racontés que c'était une enfant qui vivait beaucoup plus dans son monde intérieur, qui était dans le rêve. Enfin, le personnage enfant se parle à lui-même en permanence. Donc, sa vie, il l'invente. Parce que la vie qu'il vit concrètement, elle ne le satisfait pas. Et ce personnage, il arrive toujours à s'arranger avec la réalité. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas dire c'est blanc, c'est noir, c'est bien, c'est mal. On ne peut pas, simplement parce qu'il y a ce que les personnages vivent et il y a la façon dont à l'intérieur de sa tête, cette jeune fille, après cette jeune femme, va un petit peu revisiter la réalité. Et essayer d'en faire quelque chose d'un peu plus doux, ce qui n'est pas difficile. Et donc, j'ai perdu le fil. En fait, j'ai perdu la question à l'origine. Oui, mais c'est pas grave. Je sais pas si on t'a écouté. Mais donc, pour revenir à ma question, donc c'était un peu la place de la fille par rapport au couple. Et donc, si on peut, là, ce qui apparaît le plus dans le texte, c'est peut-être son lien ou son non-lien avec son père. Donc, est-ce que tu pourrais nous lire, là, on avait regardé là un chapitre ou un extrait du chapitre, comme tu veux, là, c'était la page 55, je crois, où tu parles tu détailles un peu les relations ou les liens, ou je ne sais pas trop comment dire, parce que c'est peut-être ni l'un ni l'autre, entre le père et cette fille. 39 ou 55 C'était 55, je crois, non? C'est 55, d'accord. Oui. Le chapitre… 55, d'accord. Non, 39, c'est moi. D'accord. J'avais noté. C'est tout court. Ah oui, c'est ça. Mais vous pouvez lire le passage, le 55 en entier. Si vous voulez. Je t'avais dit que je n'avais pas envie de venir, que c'était trop tôt, trop difficile. Je te l'avais dit. Tu ne pouvais pas me dire le contraire. Mais je suis venue quand même. Je suis venue te voir. Pardon. Je ne suis pas venue te voir, juste venue récupérer des affaires, comme on avait dit. La maison était plongée dans l'obscurité depuis. Seul un volet de la cuisine était ouvert. Une pile de vaisselle s'entassait dans l'évier et les semelles restaient collées au carrelage recouverts d'une substance visqueuse qui avait séché. De la sauce, certainement. J'ai nettoyé. Il a fallu que je gratte avec une paille de fer pour venir à bout de la tâche. Ça m'a agacée. Toi, tu trouvais ça normal.
Quand j'ai croisé tes yeux en frottant le sol, mes doigts se sont crispés si fort sur la paille de fer que des dizaines de petits points rouges sont apparus à l'intérieur de la main. Tu passais et repassais avec tes chaussures dégueulasses sur les flaques d'eau savonneuse. Tu traînais jusque dans le salon le mélange d'eau, de sauce et de boue ramené par tes chaussures. Tu n'as pas baissé la tête. Tu aurais croisé à nouveau mon regard. Et je suis allée chercher une serpillière et un seau pour libérer le carrelage de toute cette crasse. Ma main promenait le bout de tissu gris sur le sol et le ramenait au-dessus du seau avant de le tordre jusqu'à ce qu'un jus marron en sorte. Le seau se remplissait à mesure que ma main caressait le carrelage. Il était à moitié plein d'eau souillée. Tu es passé une dernière fois dans la cuisine et ton pied a heurté le seau. Il est tombé par terre et a déversé tout son jus. J'ai entendu comme un sourire dans un souffle. Je crois que c'est parti de là. C'est à ce moment-là que j'ai abandonné. Ton pied a donné un coup dans le seau pour continuer à avancer. L'eau boueuse s'est répandue en une grande tache allongée. Elle rampait de la cuisine au salon comme si elle visitait la maison. Après, je ne me rappelle plus bien, mais je crois que je suis allée au supermarché. Te remplir les placards, acheter de la nourriture pour un mois, pour repartir sans penser qu'il allait falloir revenir. Je l'ai fait parce qu'elle l'aurait fait aussi, parce qu'elle le faisait quand elle était là. Je l'ai peut-être fait pour de mauvaises raisons, mais je l'ai fait. Tu ne pouvais pas me dire le contraire. C'est pas rien de faire des courses pour un mois. Quand je suis rentrée, un tas de linge était posé par terre dans le couloir en face de la porte qui mène au sous-sol. J'ai compris, il faut que tu laves. Ça m'a agacée. Toi, tu trouvais ça normal. Tu ne savais pas t'en servir de la putain de machine à laver. Je l'ai fait. Je suis descendue avec le paquet de linge sale et je l'ai mis dans la machine. Après, je me suis lavé les mains. Tes chaussettes étaient en bas du tas. Elles s'étaient faufilées entre mes doigts. Je me suis lavé les mains 2 fois pour tenir. Je suis restée en face du hublot à regarder tes vieux vêtements se contorsionner pour cracher toute la crasse. Les filets d'eau sale dégoulinaient sur la vitre. J'avais mis un programme de 2 heures. Tes chaussettes passaient et repassaient. J'ai regardé jusqu'à ce que la machine commence l'essorage. Ça m'a tourné la tête. Je crois que je suis remontée avant que la machine ait fini son programme. Quand je suis arrivée en haut de l'escalier, la porte a claqué. Tu étais sortie dans le jardin. Donc, bravo. Donc, avec cet extrait, d'abord, on entend bien ton flux, voilà, un peu le rythme que tu as mis dans tout le texte. D'ailleurs, un rythme qui peut varier. C'est ça aussi le point important. Donc ça, on en parlera après. Mais donc, est-ce que tu peux nous compléter, si possible, je sais que tu n'aimes pas trop, mais à la fois sur la relation donc père-fille, mais aussi, pareil, entre les lignes, ce qu'on peut lire dans ton roman, c'est aussi la place des femmes, donc à la fois de la mère et de la fille, dans la maison. C'est aussi une place particulière. C'est vous qui disiez ça, mais oui. Vous voyez, moi, je n'ai pas écrit ça, mais oui, on peut lire ça. Ben voilà, on peut lire. Alors, en l'occurrence, là, effectivement, les relations d'ordre un petit peu dominatrice se font avec des femmes. Ça, c'est vrai. La femme, effectivement, pas considérée, et c'est vrai que ce passage, tout comme tous les autres passages, il y en a eu d'autres, il y en a d'autres. Ah ben, mais bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Comme tous les autres passages qui décrivent des scènes avec le père et la jeune femme, ou le père et la mère dans le souvenir de la jeune femme, sont des souvenirs d'un homme, du Moyen-Âge, enfin, d'un homme qui enfin, malheureusement, je pense que c'est même pas exactement le Moyen-Âge. Voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça serait une vraie réussite si c'était un homme du Moyen-Âge. Moyen-Âge, mais en l'occurrence, c'était pas le cas. Mais parce qu'effectivement, c'était dans tous les passages liés au père, c'était effectivement un homme qui ne levait pas le petit doigt pour participer. Il ne participait pas, en fait. Il ne participait à rien. On voit bien, d'ailleurs, la relation, elle est décrite... Il n'y a pas de relation.
Voilà, c'est plutôt voilà, il pour ça que je dis participe c'est difficile de dire relation parce qu'il n'y en a pas. aux tâches quotidiennes. Mm. Parce que participer aux tâches quotidiennes, c'est aussi s'inscrire un petit peu dans la vie des gens qui partagent des gens de la famille, ce qu'il ne fait pas. Mais alors, on peut enchaîner peut-être sur les deux autres personnages de ton livre qui sont, alors moi en tout cas je les considère vraiment comme des personnages, le chien et les trains. Alors, je ne vais pas te dire ce que j'ai pensé du chien ni du train, parce que tu vas me dire que c'est ma lecture. Mais donc, pourquoi tu as voulu introduire… mais votre lecture m'intéresse. Oui, mais ça, on se verra peut-être un jour plus tard en vrai. Mais ça peut intéresser les non, non, mais justement, parce que là, le chien, c'est peut-être le point. Alors, pour dire au lecteur, effectivement, lors de son retour dans cette ville, très rapidement, elle va rencontrer un chien, semble-t-il, errant, qui a, semble-t-il, un peu, voilà, que la vie a un peu éprouvé. Et qui immédiatement va l'attirer, voilà, le suivre, etc. Et c'est peut-être le point le plus énigmatique du roman, moi, en tout cas pour moi. Oui. Donc, oui. C'est vrai qu'il est très important, ce chien. Et oui, et on sent bien en tant que lecteur qu'il est important. Mais on a du mal à le cerner. Donc, il faut que tu nous aides un petit peu quand même. Ça, c'est bien. Alors, la présence de ce chien… J'allais dire, si il doit y avoir une relation dans ce roman, c'est celle-là. Il n'y en a qu'une relation. C'est la relation du personnage féminin au chien. Sinon, la relation avec la mère, il n'y en a pas, sauf dans la tête de la jeune femme parce qu'elle est morte. La relation avec le père, il n'y en a pas non plus, parce qu'elle n'est que dans la violence des gestes, justement. Alors que le chien, c'est le seul endroit, c'est la seule réponse à ce personnage pour établir une vraie relation. C'est une vraie relation. Et d'ailleurs, il y a un très beau passage où elle commence à ébaucher cette relation simplement en approchant sa main. Ouais. Voilà. Bon, je laisse le lecteur le découvrir parce qu'il est vraiment très beau, quoi. Voilà, juste le geste. Et on a l'impression qu'elle n'a pas l'habitude, qu'elle ne sait pas faire, justement. Même avec le chien, elle a du mal. Voilà, c'est ça. C'est pas quelque chose de naturel. Voilà. Non, elle doit réapprendre. En fait, le retour dans cette maison avec ce père, plus, je ne sais même pas comment le qualifier là, avec tous les passages qui sont dans ce roman, mais ce père qui refuse toute relation. Enfin, je veux dire, c'est pas ce qu'on appelle un père. En plus, pardon. C'est pas ce qu'on appelle un père. Oui, non, pas du tout. Il n'a pas du tout de relation affective, en tout cas. Voilà. Donc, ce personnage revient sur les lieux de son enfance déjà abîmé. On comprend aussi, il y a un passage où il décrit la première fois où elle est partie de la maison familiale, où elle a quitté le village et où elle s'est… voilà, elle a fait preuve de souveraineté et elle a décidé d'aller vivre sa vie ailleurs et qu'elle est partie et qu'elle a pris un de ses trains, effectivement, qu'elle a entendu toute son enfance. Et elle est partie. Mais, entre-temps, des vraies relations avec la mère. On comprend qu'il y en a une, mais la mère n'est plus là. Donc, c'est compliqué. Donc, ce chien, en fait, j'allais dire, c'est ça, c'est la seule réponse. C'est le seul… c'est la première marche pour ce personnage vers un ailleurs pour elle et vers une vie qu'elle va enfin s'autoriser à pouvoir se construire. Voilà. Parce qu'elle ne s'était jamais autorisé ça. On comprend que c'est un personnage qui a eu une enfance pas très heureuse, qui a eu… elle ne s'est pas autorisée à avoir une réelle existence à l'intérieur de cette famille. Donc forcément… Là, maintenant, elle a vraiment conscience que c'est le moment et qu'il faut l'avoir. Et ce chien l'aide à franchir le pas, en fait. C'était le petit coup le petit coup de pouce qu'il lui fallait pour se jeter à l'eau et se dire, voilà, maintenant, ma vie, se réapproprier sa vie, quoi. Se dire, ma vie, c'est autre chose et c'est ailleurs. Et donc, enfin, en tout cas pour moi, le dernier personnage, ce sont les trains.
Donc, oui, quand même. Alors, donc évidemment, le train, c'est l'image, voilà, du départ, voilà, l'accès à une certaine liberté, peut-être, mais ça peut être aussi l'image du retour. C'est aussi, voilà, quelque chose de fugace, rapide, qui passe, voilà. Donc, est-ce que tu peux un peu nous dire quelques mots sur la place que tu as voulu donner au train et même à la gare, parce qu'il y a aussi la gare, quand même. Et oui, dans ton texte. Alors, je vais même. Je ne sais pas si ça se dit, moi je n'ai pas l'habitude d'être. Là, on est derrière les écrans, tout se dit. Dire des choses, si le droit, pas le droit, mon éditeur va me dire non, il ne fallait pas dire ça. Mais je ne sais pas, mais, donc je vais le dire quand même. Mais en fait, ce roman est parti de là. C'est drôle parce que je suis partie de ce contexte sonore au départ, des trains qui ont envahi l'univers sonore d'une enfant. Voilà. Donc ces trains, ils passent en contrebas de la maison des parents. Elle en entend beaucoup. Elle entend qu'ils ont des sons différents. Ça l'intéresse beaucoup. Elle se dit, il y a beaucoup de trains, donc il y a beaucoup de passages, donc il y a beaucoup. Et donc, il y a du fantasme. Forcément, dans la tête d'un enfant, il y a toujours un train. Comme vous dites, justement, c'est pour vous emmener vers un ailleurs. Et elle a tellement envie de ça que c'est un vrai fantasme. Et puis un jour, elle s'aperçoit que ces trains, en fait, ils passent, mais ils ne s'arrêtent pas. Il y a une petite gare, c'est un petit village. Et donc, les trains ne s'arrêtent pas. Donc ça la contrarie beaucoup parce qu'elle se dit, en fait, voilà. Et le son devient de plus en plus insupportable. Le son de ces trains qui martèlent, enfin, ce bruit métallique des roues sur les rails qui a martelé toute son enfance. Elle aurait pu le supporter si ces trains ils s'étaient arrêtés et qu'ils avaient pu l'emmener vers un ailleurs. Et en l'occurrence, elle apprend que non, en fait, non. Ces trains, souvent, ils ne s'arrêtent pas. C'est ce qu'on appelle des grandes lignes et ils ne s'arrêtent pas dans le village. Et ceux qui font un bruit un peu plus strident et qui vont moins vite, là, elle dit, mais ceux-là, ils s'arrêtent. Et donc, elle se renseigne et donc, elle apprend que ces trains qui s'arrêtent, elle peut les prendre, effectivement, et il la ramène 30 km en arrière pour prendre un train qui ne s'arrête pas et repasser devant la maison des parents. Et alors là, aller beaucoup plus loin. Mais pour aller beaucoup plus loin, il faut en prendre un qui vous ramène en arrière. Voilà. Et donc là, en parlant de ces trains, tu as parlé du son. Et en fait, je pense que c'est aussi l'autre caractéristique de ton roman. Je pense qu'on l'a entendu dans ta lecture. Donc évidemment, avec le son, il y a le rythme. Le rythme est important. Mais est-ce que tu peux nous parler de ton travail, d'écriture pour marteler le son, scander les mots? Il y a des phrases très courtes, très souvent, mais pas que. Il y a des phrases sans verbe. Est-ce que tu peux un peu nous parler de comment t'es arrivé je ferme la porte, hein. Vous aurez la porte blanche. Moi, je l'ai bien chez Guevara derrière, mais bon, c'est pas grave. Ah, mais il est parti, mais il revient toujours. Mais il est toujours là. Il ne s'en va jamais complètement non plus. Oui, alors l'écriture. Alors la forme, c'est vrai que c'est du travail déjà. C'est vrai que c'est du temps, c'est du travail. Je voulais surtout pas avoir une écriture. Alors, je vais employer un mot pas très joli, mais fiorituré, qui disperse le lecteur dans des zones dans lesquelles moi, je n'avais pas envie de le conduire. Voilà. Donc, du coup, je suis quand même partie d'une écriture très sèche, presque blanche, comme vous disiez, avec des phrases très courtes, sans verbe, tout ça, pour servir cette difficulté qu'a justement ce personnage à entamer des relations, à avoir qui soit presque, j'allais dire handicapé, mais c'est pas le mot, contrainte de faire avec le minimum. Voilà. On est dans la restriction. Voilà. J'ai envie d'un langage qui soit que cette forme soit au service aussi de choses que j'ai pas dit et puis dites, pardon, et qui soit à l'image de ce que ressent le personnage surtout, et d'un personnage à bout de souffle. Voilà, c'était cette écriture blanche, sèche, scandée parfois,
souvent. C'était vraiment pour… oui, c'est pas un exercice gratuit. Non, c'est pas un exercice gratuit. Non, mais c'était vraiment pour rentrer dans la respiration de ce personnage qui était à bout de souffle parce que il a tellement essayé de s'en sortir depuis très longtemps que là, il a plus les mots pour y arriver. Et donc, voilà, la forme est au service de ça, pour moi. Et donc, l'autre, pour revenir un peu sur les grandes caractéristiques, l'autre caractéristique, à mon avis, de ton texte, c'est aussi que tu joues très souvent sur les oppositions, en tout cas sur les contrastes. Donc, beauté, laideur, cruauté, voilà, tendresse même. Il y a un petit peu de tendresse quand même, il faut le dire. Voilà. Donc, est-ce que tu peux… Oui, c'est un petit peu quand même. Non, mais merci. Violence, douceur, voilà. Il y a un peu, voilà, tous les en opposition. Là, est-ce que tu peux nous parler de ces ambivalences? Est-ce que c'était, voilà, dès le départ, quelque chose de construit, décidé, etc. Ou est-ce que c'est venu au fil justement de ces remontées des souvenirs? Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est des souvenirs qui guident un peu la trame, quoi. Alors, si je vais quand même faire une toute petite diversion, c'est juste que j'apprécie votre lecture. Alors, même si, évidemment, une fois qu'on a écrit et qu'on a publié son roman et qu'il est parti dans les librairies, il ne nous appartient plus. Il appartient au lecteur. Et autant de lecteurs que de… Voilà, et qui peut penser ce qu'il veut penser, qui peut dire ce qu'il doit dire. Enfin, voilà, y a pas. Mais par contre, je dis que j'apprécie quand je suis face à quelqu'un qui me transmet des choses que moi j'ai voulu dire, quoi. Voilà, et qui sont à mon endroit. Donc, tant mieux. Donc, oui, ces contrastes et ces oppositions, eh ben, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme quand on disait tout à l'heure qu'on ne pouvait pas dire qu'il n'y avait pas de vérité. Ou que rien… Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de… C'est un personnage, et j'avoue que… donc le personnage qui est le narrateur, là en l'occurrence, dans ce roman, et moi, en tant qu'auteur, j'estime qu'il n'y a pas de choses entières. Donc, bien sûr que c'est… mais c'est naturel. Et c'est naturel en tant qu'auteur. Alors ça, c'est ma vision d'auteur. Sans même pas… Donc, j'ai transfusé à mon narrateur, évidemment, dans ce roman-là. Mais c'est que c'est pas une volonté, de mettre en parallèle ou des contradictions, des idées contradictoires ou des émotions contradictoires. Et c'est que je pense que voilà, exactement, que toute la vie est comme ça. Qu'il n'y a pas de choses qui sont forcément que belles ou qui sont que laides ou qui sont que douloureuses. Bon, que douloureuses, ça peut arriver. Mais voilà, quand même, il ne faut pas non plus faire la généralité non plus. C'est au sens aussi, voilà. Mais voilà, donc oui, il y a ça, mais c'est… à la fois, c'est pas voulu, mais c'est naturel. Ouais. Et donc, je voudrais te faire réagir juste une phrase qui, pour moi, est assez emblématique de ton texte. Tous les gestes vains doivent rester imbriqués les uns dans les autres le plus naturellement possible. Est-ce que tu peux dire un peu plus et si tu peux pas, est-ce que tu peux… Parce que moi, je pense que c'est aussi un peu lié à ton titre, ça. Est-ce que tu peux nous donner comment il est venu, ce titre, quoi? Il y a deux questions différentes. Ouais, C'est pas venu de cette phrase, ou cette phrase n'est pas venue du titre, mais impossible parce que déjà pour le titre, je sais pas si vous avez remarqué, mais le mot geste, vous l'avez employé quand même. Fois. Oui. Pas dans le titre, mais justement. Oui. Donc je pense que le geste, c'était ça. Et puis ce titre, pour la beauté du geste, je trouve que justement, là, puisque vous m'avez posé la question juste avant, sur les contradictions, sur les oxymores, ou des choses comme ça qui peuvent être mises en parallèle et pas être forcément faites pour cohabiter, et bien, je trouve que c'est le symptôme le plus grand de cette cohabitation des contradictions. C'est-à-dire que le geste, c'est le geste qu'elle n'a pas eu. La beauté, d'un geste qu'on n'a pas eu. Qu'elle n'a pas eu. Mais le geste qu'elle n'a pas eu. Est-ce qu'elle n'en a pas eu un autre? Et auquel cas, si c'est le cas, ben, ils n'étaient pas très beaux, ce geste. Donc voilà, donc je pense tout ça est affaire d'interprétation. Exactement, mais, oui, mais bien sûr.
Mais donc, du coup, j'ai trouvé que cette expression était… là c'est pareil, c'est pas du tout gratuit. C'est qu'effectivement, concentrait toute cette… ces forces contradictoires qu'il y a en permanence dans l'existence. Et dans la tête des gens, et dans la vie des gens, et dans le cœur des gens. Et ce qui est beau et pas forcément beau, et ce qui est laid, on peut y voir aussi… on peut aussi y voir de la beauté, ou en tout cas, peut nous amener… ce geste qu'elle n'a pas eu l'a amené vers sa propre existence. Et ça c'est un peu de la beauté aussi. Je vois Nathalie qui apparaît. Alors, je terminais juste par une question quand même. Et ce que tu as dit tout à l'heure, pour moi, est très important. C'est-à-dire que tu as dit voilà, que ton style, il était au service de ton histoire. Oui. Et moi, je pense que c'est aussi une caractéristique de ta maison, c'est-à-dire de Alma. C'est une maison moi, que j'apprécie, en tout cas, qui est très représentée dans ma librairie. Et donc, est-ce que tu peux nous dire juste 2 mots rapides sur le chemin qui t'a guidé vers Alma? Voilà. Parce que je pense qu'on est dans la même barque, auteur, éditeur, et voilà, et quand même les libraires qui restons, et que voilà, pour moi les éditeurs sont aussi très importants. Alors moi j'ai été éditée chez Alma. En fait, donc Jean-Maurice, qui est le directeur de cette grande et belle maison, Jean-Maurice de Montrémy, travaillait aussi avec une autre éditrice qui, elle, avait lu mon manuscrit. Et c'est elle qui m'a proposé cette maison, voilà, qui s'appelle L'Or des Fioles, qui est formidable. Parce que je pense que c'est vraiment une caractéristique d'Alma, c'est-à-dire une attention au style, à l'écriture, mais pas au détriment de l'histoire. Et moi, je trouve que ça, c'est super important. Voilà. Ah oui, et puis c'est de plus en plus. Oui, parce que des fois, si c'est effectivement faire des phrases scandées pour des phrases scandées, on peut le faire dans la cour d'école. Voilà, pour dire que il faut autre chose, et chez Alma, et en particulier pour la beauté du geste, les deux sont là. Merci. Il est fort, Max, il est fort. Marie, j'ai des questions. J'ai une première question de Laure qui dit: je ne connaissais pas Marie. De quel univers vient-elle? Peut-on en savoir plus sur elle, sans indiscrétion, bien sûr? Alors, quel est un peu votre parcours? Je pense que c'est une question sur votre parcours. Mon parcours. Alors, mon parcours professionnel, ou voilà. Oui, bien sûr, professionnel. Est-ce que vous avez toujours écrit? Je pense que c'est ça, j'imagine que c'est ça. Pardon. Alors, moi, j'ai fait des études de lettres. Déjà, voilà mon parcours. J'ai fait une maîtrise de lettres. Pardon, je vais tousser, je suis désolée. J'ai fait une maîtrise de lettres modernes. Et après, j'ai toujours adoré lire et écrire. C'est vrai que je lis et j'écris depuis que je sais lire et que je sais écrire, je crois. Je savais que je ne voulais pas un métier qui m'enferme dans une vie qui n'était pas la mienne, mais je ne savais pas ce que je voulais faire, en fait. Et puis après, j'ai fait un 3e cycle en sciences politiques, des sciences politiques culturelles. Voilà. Et donc, j'ai travaillé longtemps dans le milieu du spectacle. J'étais relations publiques dans des grandes scènes nationales. Voilà. D'accord. Et j'ai toujours écrit, mais c'est vrai que c'est des métiers, c'est des milieux où on travaille beaucoup. On a des horaires et des… Voilà, donc c'est compliqué d'avoir… L'écriture, ça demande du temps. Enfin, moi, ça me demande du temps parce que ça me demande de l'espace dans ma tête. Et moi, j'ai besoin d'avoir du temps pour avoir de l'espace dans ma tête. Voilà, je peux pas… j'ai du mal à écrire entre deux rendez-vous ou avant un déjeuner de presse ou avant… j'ai du mal. J'ai besoin de faire le vide autour de moi. Et j'ai besoin de ce temps, cet espace-temps pour que les choses se… Donc voilà, donc je viens du milieu du spectacle. Donc j'ai depuis monté ma boîte pour être justement plus libre, donc avoir le temps que je veux et l'utiliser comme je veux. Et donc j'offre des services au milieu aux scènes nationales, aux opéras, aux services administratifs, pas production. D'accord. En gestion des équipes de ces sociétés-là, de ces boîtes-là. Il y a Nicole qui rebondit là-dessus en disant: depuis combien de temps publiez-vous? Eh ben, c'est ma première publication. Mais
j'ai pas essayé tellement avant. Enfin, si, le précédent, j'avais essayé. Mais je suis contente que ce soit celui-là qui a été publié. Parce qu'en fait, je pense que c'est une très mauvaise idée d'être publié quand on ne s'est encore pas trouvé en tant qu'auteur. Voilà. Et c'est-à-dire que moi, si j'avais été publiée au premier roman que j'avais écrit, première chose que j'ai... Donc, si j'avais cherché à l'être, eh ben, je crois que je me serais fourvoyée et j'aurais trompé mon éditeur parce que je ne m'étais encore pas trouvée. Et là, je crois qu'avec celui-là, et même le précédent, je ne m'étais pas encore complètement trouvée. Donc, du coup, je ne sais pas, j'avais envoyé une dizaine, quinzaine de maisons d'édition. Mais là aussi, je ne voulais pas, aller trop vite. Je savais que je ne m'étais pas trouvée. Là, je sais que je me suis trouvée en tant qu'auteur. Donc là, vous êtes satisfaite. On peut dire ça. Oui, bien sûr. Oui, je suis satisfaite. Ouais. Mais donc, publier, non, c'est le premier. Mais je pense que beaucoup d'auteurs, quand on leur dit premier roman, quand on voit les grosses... la publicité, c'est pas la publicité, mais annonce premier roman, mais c'est jamais le premier roman. Enfin, vous voyez. Alors, ce que vous venez de dire là suscite une autre question qui vient d'arriver de Marie. Vous avez écrit combien de romans avant d'être sur le bon, justement? C'était le bon qui est publié. C'est le 4e. 3 donc. J'en ai écrit 3 avant. Mais vous ne les avez pas jetés, vous les avez gardés, rassurez-moi. Non, bien sûr. Non. Parce que peut-être qu'ils ne sont pas bons pour vous, peut-être qu'ils sont bons pour quelqu'un d'autre. Et puis je peux... Ah ben, s'ils ne sont pas bons pour moi, je ne les donnerai pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses, ça se périme en fait. Ouais, ça se périme pour soi. Ah oui, pour soi. Parce qu'un livre, ça n'a pas de date de péremption, comme dirait quelqu'un pour Non, mais l'écriture, c'est énormément de travail. Et du coup, après ces années de travail et ces romans qui sont nés au fil de ces années de travail, ils ont grandi. Et moi aussi, j'ai grandi avec eux. Et du coup, il y en a certains, il faudrait que je les retravaille, justement. Que je les remette au goût de mon écriture, voilà, du jour. Avant de vous reposer une question, Marie, il y a un petit message pour Max d'une auteure qui nous regarde, que vous connaissez, qui trouve que l'association de Max et de Marie est formidable. C'est Angélique Villeneuve, qui est un auteur qui va sortir un livre à la rentrée. Elle est venue à Vaux-le-Pénil te voir. Moi, elle est rentrée dans la librairie, elle. 3 fois au moins, 4 fois peut-être. Voilà, donc c'était le petit message, Angélique Villeneuve, qu'on salue parce que les auteurs viennent aussi écouter leurs confrères. Ils étaient tous Angélique Villeneuve. Voilà. Si. Je vais revenir sur une question de Paul. Souvent, on découvre aussi un auteur par ses lectures. Quels sont les auteurs que vous lisez, Marie, que vous aimez ou que vous admirez? Oh là là. Alors, bien sûr qu'il y en a. Alors, oui, je veux dire, je vais faire du... Ça paraît évident, mais enfin, pour moi, ça me paraît évident, mais... si je dois citer un auteur référence pour moi, mais je pense que c'est Marguerite Duras. Ça, voilà, si je dois, que j'admire. L'admiration, c'est difficile, c'est fort l'admiration. Oui. Voilà. Et est-ce qu'elle a influencé votre écriture ou pas? Je pense qu'on ne s'en rend pas compte, mais que quand on lit l'œuvre entière d'un auteur, il l'influence. Voilà. Il y a un autre auteur contemporain que j'aime aussi énormément et qui a peut-être influencé mon écriture et que je voulais citer, c'est Marie-Hélène Lafon. Alors, elle, je trouve qu'elle a une plume aussi en matière d'écriture sèche et où l'histoire n'est pas en avant, mais les ambiances des univers, de ces univers ruraux, je trouve qu'elle a une écriture magnifique. D'ailleurs, on la retrouve à la rentrée littéraire. Elle sort un livre là, en septembre. Eh ben, écoutez, je me demande. Voilà, j'ai fait des découvertes aussi. Je pense pas qu'il y ait... J'ai entendu plusieurs fois quel est le livre de votre vie ou quel est le livre... Mais il n'y a pas de livre de sa vie. Enfin, moi, je serais incapable de répondre à ce genre de questions. Le livre de sa vie à l'instant T, il ne sera pas le même que le livre de sa vie 6 mois plus tard. Parce qu'il sa vie, justement, aussi, le livre de sa vie. Donc, du coup, il suit le fil de nos émotions et de la façon dont on est capable de recevoir et d'accueillir les choses.
moi, peut-être que je regarderai autrement Marie-Hélène Lafont dans 5 ans. Je ne sais pas. Voilà. Mais voilà, mais il y a des découvertes. Alors, j'ai découvert aussi, là, je lis parce que je l'avais mis sur un auteur que j'ai trouvé magnifique qui s'appelait Samy Langerhart, de chez Verdier, qui s'appelle Mon temps libre. Et là, c'est pareil, ça fait partie des auteurs qui vont avoir une écriture que moi, je trouve très, très touchante, qui ne vont pas partir d'une histoire foisonnante dans laquelle il se passe 40 000 choses, mais simplement, il part d'un moment. Voilà. Et c'est très difficile d'écrire un roman sur un moment. Alors, bon, le moment est chargé parce que c'est un moment de rupture amoureuse, bon, voilà. Mais quand même, ce livre, c'est un roman. Il fait une centaine de pages, 150, mais c'est que sur un moment. Et comment on ressent les moments. Et de toutes les émotions qu'on traverse quand on traverse un moment particulier. Voilà. Et est-ce que vous avez recommencé à écrire là, ou pendant le confinement, est-ce que vous avez trouvé l'impulsion ou pas du tout? Ah, alors ça a été horrible. Horrible. Non, pardon. Horrible. Non, ça a été atroce. Non, mais ça non, c'était horrible. C'est-à-dire que déjà, moi, il y a eu ma sortie qui était... Voilà, donc là, c'était quand même mon premier roman, édité. Voilà, donc là, on a l'impression qu'on a une porte qui s'ouvre sur le monde et puis d'un seul coup, paf, elle claque, elle se referme et puis et c'est fini, quoi. Donc là, il a fallu que je le digère, ça déjà. Donc j'allais voir mon roman, j'allais voir mon livre qui était en librairie. Et les librairies étaient fermées, elles allaient l'être pour 3 mois. Et quand j'avais eu la chance dans certaines d'être sur la table, et je me suis dit, purée. 3 mois sur les tables, quand même, un premier roman, c'est pas mal. C'est un exploit chez certains libraires. Donc, il y a eu ça, et puis il y a que moi, je suis incapable. Moi, je me suis rendu compte, en fait, que j'ai besoin, je me nourris. Alors, je raconte pas ce que je vis dans mon quotidien, mais en fait, je me nourris énormément de la vie, des gens, du mouvement, des choses. Et là, tout s'est tellement arrêté. Et on avait tellement plus aucun droit. Et on était tellement... Paris, dans le confinement, c'est quand même un Paris qu'on n'a jamais vu. Enfin, c'est un Paris qui n'est pas le nôtre. Enfin, c'est un Paris qu'on ne connaît pas. Enfin, où la vie est plus... Enfin, et donc, moi, ça m'a pétrifiée, quoi, ça aussi. Indépendamment de mon... Ouais, non, je n'ai pas pu écrire. Je n'ai jamais pu écrire. Quand on a été déconfinés et que les choses ont commencé à revivre un peu, ah ben là j'étais contente, j'ai pu me renfermer chez moi, dans mon grenier, à clé, et écrire. Donc je me suis confinée toute seule. J'étais libre de... Voilà. Et est-ce que vous avez digéré justement, vous venez de dire qu'il fallait que vous digériez justement cet arrêt voilà, pour votre premier roman. Est-ce que à l'heure actuelle, vous l'avez digéré depuis que les librairies ont rouvert ou c'est encore très présent Alors, le encore mal? Ben, c'est quand même pas, même j'en ai discuté avec mon éditrice, c'est quand même pas une sortie normale. C'est-à-dire que, bien sûr que moi, mon éditeur a envoyé au service de presse une semaine avant le confinement. Alors, j'ai eu la chance quand même d'avoir une petite annonce dans l'IB, j'ai eu la chance d'avoir un article dans Le Monde, des livres de la semaine dernière. Donc ça, j'étais heureuse, ça m'a un petit peu regonflé parce que, voilà, mais les librairies, ce qui est pour moi hyper important, alors les libraires, nous avons donc un libraire qui va peut-être nous le confirmer, mais les pauvres, je ne voudrais pas être à leur place non plus parce qu'il y a eu les gens qui sont sortis juste avant, donc ces romans qui sont, et puis il y a les éditeurs qui continuent à en ressortir. Il y en a qui ressortent encore ce mois-ci, le mois prochain, tout ça, et donc ils vont se retrouver avec, sans avoir eu le temps de défendre ceux qui sont sortis il y a 3 mois, vont encore en ressortir jusqu'à la rentrée littéraire où là on atteint des sommets de sortie. C'est vrai que c'est difficile. Donc non, mais après, les libraires ont le choix de faire ce qu'ils veulent sur leur table encore. Donc, oui, là, ils ont le choix. Je ne sais pas s'ils ont vraiment le choix. Si, ils ont le choix. Moi, je suis libraire, Marianne. Vous êtes libraire aussi, c'est vrai. Mais oui, d'accord. Mais donc, du coup, c'est vrai que je me dis, voilà, c'est difficile quand même. Moi, je me rends compte, oui, j'ai conscience que c'est difficile. Puis moi, je regrette de ne pas avoir fait de rencontre chez des libraires aussi. Mais voilà, donc j'étais invitée. Il y a une libraire chez laquelle j'étais invitée là, chez Colette, au Cahier de Colette.
mais qui a avoué… Peut-être que ça sera décalé, vous avez… Oui, mais elle a dit, elle lui a dit, donc ça c'est quand même une info, donc Max, je ne sais pas si vous, ça fonctionne comme ça à Volpénil aussi, qu'en fait, si elle faisait des rencontres, même à la rentrée, que s'il y avait un cas de Covid déclaré, et vous savez, avec les applications maintenant qui nous tracent, voilà, et qu'on voit qu'elle était chez elle, elle était obligée de fermer 15 jours. Et elle ne peut pas se permettre de fermer 15 jours, ça je la comprends. Je suis d'accord. En tout cas, nous, Marie, on est très heureux de vous avoir, nous, ce soir, ici, dans les rencontres. Alors, ce n'est pas une rencontre physique, ça ne remplace pas les rencontres en librairie, mais nous sommes très heureux de vous avoir ce soir avec Max pour parler de votre livre. C'était important de vous avoir. Donc, heureusement, j'ai envie de dire qu'on est là. Je ne vais pas me lancer des fleurs, mais c'est aussi un moyen de donner la parole aux auteurs et on comprend vraiment le désarroi qu'il y a. Et j'espère de tout cœur que vous allez retourner en librairie et que vous aurez la chance d'aller voir Max dans sa librairie, voir son poster. Mais effectivement, on va arrêter de dire que c'est virtuel parce que nous sommes bien présentes. Moi, je suis bien physiquement présente chez moi. Vous, vous êtes bien présente. Donc, c'est juste par écran interposé. Parce qu'on utilise le mot de virtuel, mais ce n'est pas virtuel. Nous ne sommes pas des robots. Donc, ouais, on est là. J'espère que vous irez à Volpénil, vous, Marie, voir Max. Parce que moi, j'ai bien senti que j'étais plus acceptée dans cette j'ai l'impression. Mais si vous voulez, on ira. Je vous amènerai si vous voulez. Ouais, on ira le voir ensemble, j'espère. Avant qu'on le fasse parler justement le libraire, est-ce que vous, Marie, vous avez un conseil de lecture pour les vacances ou à faire là, à nous conseiller un livre? Donc là, alors, je suis en train de lire, je suis en train de lire un livre de Stéphanie Chailloux. J'avais lu son premier livre qui c'était L'homme à Sarthin, que j'avais beaucoup aimé. Et là, je lis son. Je ne sais pas si en fait on voit quand je lis son. Oui, pour le moment, on le voit vraiment. Voilà. Alors moi, je suis en miroir, donc du coup, il est à l'envers, mais pour vous. Non, nous on le voit très bien. On le voit très bien. Un jour d'été que rien ne distinguait. Sur l'enfance aussi, et puis et sur comment on arrive à dépasser cette enfance et à comment on arrive à en faire quelque chose de différent de ce qu'on a vécu, qui est aussi très bien. Voilà, donc je pensais à celui-là, Stéphanie Chailloux, qui est chez Notabilia maintenant. Voilà, qui est sorti le 5 mars aussi. Donc Ah oui, donc c'est bien. Voilà. C'est bien de le dire. Max, il a quoi à nous proposer, le livret? Moi, j'en ai deux. Ah, parce que moi, tu m'avais dit un poche et un autre. Ouais, vas-y. Alors, je commence par le poche. Vous le voyez là? Non. Vous voyez pas. On voit pas trop. Oui, parce que c'est très coloré. C'est Yamen Manaï, La Sérénade d'Ibrahim Santos chez Elisade. C'est un petit livre de poche. Alors, dans ma librairie, j'ai une activité que j'appelle le livre du mois, c'est-à-dire le principe, c'est justement de sortir de cette course aux nouveautés et de sortir des livres du fond, voilà, que je trouve important. Celui-là, c'est l'histoire d'un village dans une dictature qui ne sait pas qu'on a changé de dictateur. Évidemment, ça parle de presque des thèmes philosophiques, mais surtout avec beaucoup d'humour. Donc, c'est un très beau livre. Voilà. Et ensuite, Trop beau, un livre qui a souffert aussi du confinement parce qu'il est sorti un petit peu plus tôt, mais voilà. C'est aux éditions du Faubourg, Emmanuel Heitzig. Et c'est l'histoire d'un homme qui va rentrer dans le cadre de la loi contre les discriminations parce qu'il est trop beau. C'est très drôle, mais ça parle aussi de notre société, de la société individualiste, de compétition, etc. Et voilà. Mais il y a aussi beaucoup d'humour et aussi un style qui vient épauler le texte. Parfait. Moi, j'ai choisi un auteur que tout le monde connaît, mais peut-être pas forcément dans la poésie. C'est Michel Houellebecq, qui a sorti un petit recueil de poésie qui s'appelle La poursuite du bonheur. Et je trouve que c'est intéressant de voir. Alors, moi, j'aime beaucoup Michel Houellebecq. Je ferme la parenthèse. Mais là, c'est assez intéressant de le voir dans la poésie, parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir. On a l'habitude de le voir dans des délires littéraires. Là, c'est beaucoup plus recentré. Et je vous conseille. Alors, c'est chez Librio. En plus, c'est 3 €. C'est super. C'est pas cher. Et ça donne une autre vision. Et il est question de chiens aussi, parce qu'il aime beaucoup les chiens, Michel Houellebecq. En tout cas, avant de nous quitter, je voudrais dire aux lecteurs qui nous regardent qu'il faut absolument aller en librairie, se procurer le livre de Marie Maher qui s'appelle Pour la beauté du geste, qui est sorti chez Alma Éditeur. Vous pouvez aussi aller chez Max Buvry à Volpénil, en région parisienne, vous le procurer.
ou alors dans toutes les librairies de France et de Navarre. Avant de vous laisser le mot de la fin, je voudrais dire que demain, on va se retrouver à 19h pour une soirée spéciale polar, donc on change d'univers, avec le livre de poche. Donc ce seront 2 libraires qui viendront nous présenter leur sélection de polars. On va frissonner, on va avoir peur, ça va être bien, ça va changer. En tout cas, je vous remercie beaucoup Marie et Max d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour cette belle lecture, Marie, d'un extrait de votre livre. Max, bon courage pour la suite. Qu'est-ce que on peut vous souhaiter? Un bel été, une belle continuité. Oui, c'est bien ça. De belles lectures. Je vous laisse le mot d'affaire. De belles lectures, bonne lecture. Belles rencontres. Ben oui, ouais. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc, je vous laisse le mot de la fin. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Merci. C'est gentil. Max, c'est moi. Pardon. J'étais déjà endormi. Surtout merci à Marie là pour cette belle découverte, ce beau roman envoûtant qui laisse des traces et dont je pense qu'on s'en souvient. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Un roman qu'on replace et qu'on dit, celui-là, il m'a marqué et je l'oublierai pas. Dans 10 ans, il restera en moi. C'est les livres qui font la différence. Merci pour cette belle parole de libraire. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bel été. Au revoir. Merci, au revoir. Marie, elle n'a pas eu le droit. Non, c'est ça, mais moi je voulais remercier aussi Max, mais bon. Non, mais tu peux y aller quand même. Merci. Pas grave, mais personne ne va m'entendre, c'est pas drôle. Si, on vous entend, Ah bon? Mais qui? Oui, tout le monde. On n'est pas encore fermé. Allez-y, Marie. D'accord, pardon. Non, je voulais juste remercier, voilà, je vais le faire sérieusement, remercier Max Buvry pour son invitation aussi, tout comme Frédéric de Gelt et Nathalie Couder. Puis merci pour votre lecture aussi, Max, qui était... j'ai senti dans vos questions, je me suis sentie... confortée dans ce que j'avais écrit. C'est-à-dire que c'est très agréable, ce que je vous disais au début, bien que le lecteur soit libre, c'est très agréable de rencontrer un lecteur, d'autant plus un libraire qui vous a lu, qui a lu dans ce que vous avez écrit exactement ce que vous avez voulu y mettre. Voilà. Merci.